À l'heure où le paysage médiatique nous présente une somme de mouvements fondés sur des morales parfois opposées, qui revendiquent chacune des droits à l'individualité, comment redonner sens à la réflexion autour d'un mot, le mot éthique, au cœur même du projet démocratique? On reçoit François Guéren, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes psychologue clinicien, vous êtes venu nous parler aujourd'hui de l'histoire ou des histoires d'éthique, nous raconter des histoires d'éthique aux frontières, a-t-on marqué, du bien penser, du bien agir. On va peut-être pouvoir en parler tout à l'heure. Mais d'abord, je voulais vous poser cette question du paysage et de la sociologie, comme on peut un peu l'apercevoir en France. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que cette émergence et cette démultiplication des morales opposées qui revendiquent le projet démocratique ne donne plus place au sens commun à travers l'éthique? Vaste question que celle-là. Je dirais, peut-être, c'est une première manière de voir les choses, que on n'est pas seul sur Terre. Que peut-être les mutations sociales actuelles ont tendance à nous amener à penser que seul, on a les moyens, comme on dit, entre guillemets, de se réaliser. Mot assez affreux, puisque l'étymologie, ça veut dire chose. Mais au fond, on assiste à ce qu'on dit banalement, une espèce d'individualisme où chacun peut dire au fond, je sais ce qui est bon pour moi, et en fonction de ce que je sais qui est bon pour moi, j'agis vis-à-vis des autres. Et je vais en prendre un exemple qui n'a rien à voir, mais il se trouve que j'ai l'occasion de me promener un peu en Europe, dans le pays, et on voit par exemple en France quelque chose qui est extrêmement intéressant quand on regarde la circulation routière. Vous voyez quelqu'un qui roule sur une route où c'est limité à 90, il roule à 110, et quand il se fait arrêter, il dit mais il n'y avait pas de danger, il n'y avait personne. Au fond, qu'est-ce que je fais de mal? Je connais des tas de pays d'Europe où on se pose la question tout à fait différemment, non pas parce qu'on a entre guillemets un amour de la loi, mais parce qu'on pense que la loi a été faite en fonction d'un certain nombre de choses qu'on n'est pas seul à appréhender ou entre guillemets à juger. Et je dirais au fond, peut-être une première réflexion éthique qu'on pourrait se poser, c'est est-on capable d'envisager sa propre conduite du point de vue des autres? Je crois qu'une des choses actuellement qui pose question, c'est l'oubli de l'autre dans sa propre conduite. Comme si on avait en nous-mêmes un réservoir de sens et de valeurs suffisants pour... Et donc je crois que là, il y a quelque chose qui est quand même assez grave sur le plan de la démocratie. C'est qu'effectivement, la dimension du collectif, de la décentration, de l'intérêt de tous, entre guillemets, ça passe entre un peu les mailles d'un filet personnel, et il y a quand même beaucoup d'autres civilisations qui ont fonctionné autrement. Altérité, l'autre, comme aurait pu dire Jacquard. Oui, mais vous savez, l'autre, les étrangers sont toujours étranges. C'est ça d'ailleurs qu'on a parfois un peu de mal, mais je crois que ce qu'on essaie peut-être plus de faire, et ça peut s'expliquer par des tas de raisons, c'est de ne plus se considérer soi comme une fin, mais comme étant aussi un élément d'un ensemble qui a une responsabilité vis-à-vis de cet ensemble. Et il me semble qu'effectivement, actuellement, la balance est plutôt du côté de j'ai des droits plutôt que j'ai des devoirs. Et il faudrait peut-être, et c'est une tâche à mon avis de l'éducation à la citoyenneté dans toute l'Europe, c'est arriver à prendre conscience des autres dans son propre projet personnel. Alors justement, l'avenir et l'enfance riment ensemble. J'ai une question. Ces enfants qui aujourd'hui naissent dans une société de l'abondance en matière de masse d'informations, d'accès à l'information, parfois complexe, voire opposée, oui. Redonner du sens, quand on a l'impression que l'enfant est souvent incarné, on le voit aussi médiatiquement, comme le produit d'une bonne ou d'une mauvaise éducation à travers l'école, la bonne ou la mauvaise école, à travers la famille, à travers sa performance sportive, à travers ses modes de consommation, à travers ses aptitudes technologiques. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que l'enfant aujourd'hui est socialement
d'abord considéré comme la continuité de sa propre perception d'adulte. Oui, il y a sans doute de ça, mais je crois que d'une certaine manière, ça a sans doute toujours été, mais peut-être pas du tout de la même manière. Je crois que actuellement, deux ou trois choses jouent sur l'image de l'enfant. La première, est-ce qu'au fond, on lui donne le temps d'être un enfant? Je dirais très souvent, on a tendance actuellement à considérer que les enfants sont des adultes en devenir et la responsabilité parentale, et même des parents, et c'est éminemment respectable, à leur donner les meilleures chances pour un avenir, en oubliant peut-être que, indépendamment de cet avenir, ils sont eux dans un présent qu'il faudrait peut-être considérer un petit peu autrement. Je racontais tout à l'heure dans la salle une petite histoire en disant qu'un jour une enseignante venant d'Inde disait, mais vous les Français, vous êtes curieux, quand un enfant est tout seul dans une cour de récréation, c'est bien rare qu'il y ait un adulte qui ne vienne pas vers lui demander qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas. Il disait, ben nous en Inde, quand un enfant est tout seul, on n'y va pas, on le laisse réfléchir dans son monde. Et il ajoutait avec un peu d'humour, peut-être qu'en France, il y a des enfants qui aimeraient bien qu'on leur foute la paix, alors qu'en Inde, il y a des enfants qui aimeraient bien qu'on aille les voir. Et je me dis, je crois qu'actuellement l'enfant est l'objet de beaucoup trop de sollicitations, d'évaluations, de mesures, de normes. Au fond, il devient un objet à produire le plus conforme possible à un certain nombre de normes d'attente. Et je crois que la force de l'enfant, c'est de résister à tout ça et d'être, entre guillemets, un peu à côté de ce qu'on attend de lui. Mais est-ce que nous, les adultes, on est capable de supporter cet à côté qui peut être créatif, mais qui peut être aussi, entre guillemets, parfois, angoissant pour des parents qui ne savent pas quoi faire? Mais que des parents soient angoissés vis-à-vis de l'avenir d'un enfant, c'est pareil, c'est une question qui n'est pas nouvelle. Et de toute façon, Freud avait une phrase définitive là-dessus, c'est « éduquez comme vous voulez, de toute façon, vous ferez mal ». Alors bon, débarrassez-vous de cette question et regardons un petit peu les choses autrement. Et peut-être, et juste pour terminer, c'était un autre psychiatre canadien, Erickson, qui disait « mais laissons un peu les enfants tranquilles pour nous occuper des parents qui ont des difficultés ». Et peut-être qu'effectivement, au lieu de se pencher tant sur les enfants et leurs difficultés, on pourrait aussi se dire, au fond, est-ce que c'est pas du côté des parents qu'il y a quelque chose à faire? Non pas pour les aider à éduquer leurs enfants, mais pour les aider à accepter le rôle de parents, qui est un rôle éminemment difficile. Justement, la norme. Oui. La norme dans l'éducation, avant de revenir aux fondamentaux des droits de l'enfant. Aujourd'hui, dans cet avenir un peu en clair-obscur qu'on nous dépeint et qu'on dépeint à l'enfant comme d'une énorme complexité dans lequel il aura beaucoup plus de difficultés que la génération du passé. Vous savez, le célèbre « c'était mieux avant, mon enfant ». Est-ce que vous parliez des travers? Est-ce que vous ne pensez pas que l'adulte aujourd'hui est en train de projeter l'avenir à travers des normes du passé? Sans doute un peu, mais vous savez, on a du mal à prévoir l'avenir. On ne sait pas ce qui sera utile. Et je crois que deux choses sont quand même essentielles pour qu'un enfant arrive, entre guillemets, à s'épanouir. Alors bien sûr, c'est l'instruction, ou l'éducation. Et il a besoin d'un certain nombre de clés pour comprendre le monde, et ces clés, il ne peut pas les trouver tout seul. Il y a une histoire, et on a besoin de lui transmettre des choses. Mais je crois qu'on oublie, un autre versant. Je crois que l'éducation, on pourrait dire, ça se résume à deux choses. Il y a d'un côté ce qu'on va appeler la socialisation, en tant que c'est une adaptation aux institutions, c'est la même chose. Mais il y a aussi de l'autre côté, je dirais, la personnalisation, ce qui fait qu'à travers tout ça, un sujet humain se construit comme un sujet désirant, un sujet proposant. Et je crois que bien souvent, des enfants sont entravés dans ces désirs ou ces propositions par des normes qui leur indiquent ce qui serait mieux de faire. Or, les enfants sont sans doute extrêmement aussi perdus parce que les parents, comme vous le disiez, sont aussi un peu perdus parce qu'ils ne savent pas trop quoi indiquer. Mais peut-être que parfois, il faut aussi faire confiance à ces enfants pour être capable de se débrouiller dans un système qui, certes, actuellement est difficile et complexe, mais après tout, est-ce que ça n'a pas été le cas aussi à chaque époque, avec ses complexités un peu différentes? Et moi, je crois que peut-être qu'on ne fait pas assez confiance aux enfants pour les appuyer dans leurs choix et dans ce qu'ils ont à mettre en place, en leur imposant peut-être trop de choses. Je ne dis pas qu'il faut laisser une liberté absolue, mais il y a au moins un dialogue possible. Et je crois que vous avez dit quelque chose d'important, que
qui a été dit ce matin aussi, quand on parle des droits de l'enfant, c'est le respect de sa parole. On n'est pas obligé d'être d'accord avec lui, mais il a une parole respectable, entendable, écoutable. Peut-être qu'on devrait écouter plus les enfants, non pas au sens de suivre tout ce qu'ils demandent, mais au sens de comprendre ce qu'ils veulent nous dire. Alors justement, ça fait la passerelle. En tant qu'adulte, on a tous une bonne raison de se sentir bien pensant, Bien sûr. à travers notre éducation, notre culture, notre apprentissage, notre parcours de vie. Comment passer ensemble d'une somme de bien-pensants à une co-construction du bien agir ensemble au service de l'enfant et avec l'enfant? Bien, je crois que c'est une vieille boutade, mais je ne sais pas qui disait comme ça, mais nos enfants ne nous appartiennent pas. Je crois que c'est la première chose sur laquelle on pourrait réfléchir, et peut-être que la Convention des droits de l'enfant nous y amène, c'est à considérer l'enfant non pas comme un objet de droit ou un objet de soin, mais l'enfant comme un sujet de droit. Et à partir de là, si l'enfant, par exemple, a droit à une éducation, et que cette éducation soit la meilleure possible, il n'y a pas que les parents qui sont partenaires d'éducation. Il y a aussi l'école, il y a aussi des associations, il y a aussi un certain nombre de choses. Et je crois qu'il est important pour la société de l'enfant de l'aider à sortir du milieu familial. À en sortir, pas forcément le plus rapidement possible, mais en tout cas à avoir d'autres choses pour pouvoir, entre guillemets, prendre en compte une dimension sociale avec des clés pour la comprendre. Actuellement, l'enfant a une foule d'informations sur le fonctionnement social, il en sait beaucoup plus que nous, ça. Mais est-ce qu'il a les moyens de les intégrer, d'en faire quelque chose? Parce que je crois qu'un enfant reste quand même un enfant, et c'est pas parce qu'il mesure 1,90 m quand il est en classe de 3e qu'il a une maturité d'adulte. Et je crois qu'il faut l'aider dans ce travail de s'ouvrir à d'autres. Je crois que les professeurs ont un rôle essentiel. Je crois qu'il a besoin aussi de sentir des séparations pour pouvoir raconter des choses. Je crois qu'il faudrait quand même de temps en temps que des parents s'effacent un peu au moins en tant que désir ou vouloir pour laisser la place à d'autres désirs et à d'autres vouloirs d'apparaître. Même si malheureusement il y a d'autres enfants pour lesquels tout ça n'existe pas. Peut-être faut-il un juste milieu. Deux questions assez courtes pour finir. Oui. Si je vous dis juste protéger l'enfance, oui. Quelle résonance vous donnez à ces deux mots? Mis ensemble? Oui. Mais je crois que l'enfance a besoin d'être protégée et que pour la protéger, la première chose à faire, c'est de la respecter. Et pour la respecter, il faut tenir compte de deux choses qui sont un petit peu contradictoires. L'enfant, c'est un adulte en devenir. Et à ce titre-là, on a une responsabilité de l'aider à préparer son avenir, et je dirais d'une certaine manière, en préparant l'avenir de cet enfant ou l'avenir des enfants, on prépare l'avenir de l'humanité pour plus tard, chacun. Donc quelque chose qui est de toujours penser qu'un enfant, c'est un être en développement. Mais d'un autre côté, à tout moment, un enfant, il est exactement ce qu'il est. Et une enseignante, alors c'est une Danoise, qui me disait, sous forme de boutade, disait « En France, vous avez peut-être le meilleur enseignement d'Europe, ça c'est sûr. Mais est-ce que vous ne volez pas un peu leur enfance aux enfants ?» C'est-à-dire cette espèce de temps où, pardonnez-moi, l'expression elle est un peu banale, mais où on peut faire un peu le brouillon de sa vie, comme on fait des crayons de couleur. Et petit à petit, ça changera. Et puis très bien, s'il y a eu 10 ans, on a envie de devenir cosmonaute ou médecin du monde, pour devenir avocat, plombier ou autre, voilà. Mais il y a un moment donné, on a besoin d'un imaginaire qui porte. J'ai longuement cherché la dernière question en une petite minute. Il va me falloir ouvrir des guillemets parce que je suis loin d'avoir 7 ans. Imaginez qu'un enfant vous pose la question suivante. Ouvrez les guillemets. Dis-moi, c'est quoi ce truc, l'éthique? Oui. Vous leur répondriez quoi? Mais je dirais, d'une manière, alors si c'est pour un enfant de 7 ans, je dirais tu vois, je crois que l'éthique, pour moi, adulte, ça consiste à prendre du temps pour t'écouter. Ça consiste à prendre du temps pour t'écouter, pour pouvoir, entre guillemets, établir un lien avec toi et arriver à penser une chose qui n'est pas facile, c'est que même si tu es un élève ou même tu es quelqu'un, après tout, on n'a aucun lien entre nous comme ça, la question que tu viens de poser pose un lien qui est un lien éthique, parce qu'elle m'amène, moi, adulte, à penser que je suis responsable de toi dans la réponse que je te donne. Et ça, je ne peux pas ne pas, entre guillemets, le faire fonctionner. Pour moi, ça serait la réponse que je dirais, que je donnerais à cet enfant. Tu viens de poser une bonne question, et moi, je suis obligé de t'y répondre. C'est mon obligation éthique d'adulte.
Merci beaucoup, Monsieur François Guéren, pour ces échanges. Ben, écoutez, merci en tout cas de m'avoir donné la parole. Merci à vous. Merci.